C'est par date clé, par chronique, que l'éditorialiste Guillaume Tabar revient sur le quinquennat Macron. Pour le journaliste au Figaro, la révolution annoncée par le chef de l'État n'a pas eu lieu. Elle s'est heurtée aux gilets jaunes, à la crise sanitaire, mais aussi à un exercice maladroit du pouvoir. Il est au micro d'Églantine Delalleux. Bonjour Églantine. Bonjour Elisabeth. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue sur RCJ. Alors, 5 ans de macronisme, c'est aussi la promesse d'un nouveau monde. La moindre des choses, c'est de dire que la France de 2017 n'est plus la France de 2022. En quoi elle a changé et en quoi le président Macron l'a changé ? Écoutez, elle n'est plus la même. Alors, Emmanuel Macron l'a en partie réformée, dans la mesure où, au début de son quinquennat, il a mis en œuvre un certain nombre de réformes, notamment dans le domaine économique, fiscal, social ou autre, pour corriger un certain nombre de pesanteurs françaises, de pesanteurs notamment de l'économie française. Il peut aujourd'hui dire que ces réformes ont porté leurs fruits si on en juge, par exemple, au résultat du chômage, où on est aujourd'hui à un niveau assez bas, enfin parmi les plus bas historiques que la France ait connu. Inversement, l'élection d'Emmanuel Macron recelait une promesse d'optimisme, d'apaisement du pays. Et le moins qu'on peut dire, c'est que 5 ans après, les tensions dans le pays, loin de s'être calmées, sont même plutôt un peu exacerbées. On a vu un certain nombre de crises, que ce soit celle des Gilets jaunes ou autres, qui ont montré comment la société française restait quand même assez à vif. Et quant à l'optimisme, c'est sûr que la jeunesse même d'Emmanuel Macron était en soi un gage d'optimisme, de confiance dans l'avenir. Bien sûr, avec le contexte particulier de guerre où on est aujourd'hui, on voit bien que ça n'est plus d'actualité, mais indépendamment de ce contexte international, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la France de 2022 soit plus heureuse ou plus optimiste que celle de 2017. Est-ce qu'il a voulu sauver un système politique ou le faire sauter ? Alors, il a voulu le transformer. Il y a eu, au départ, j'allais dire, à la fois peut-être une ambition et aussi un peu d'orgueil de sa part. Emmanuel Macron est parti d'un constat qu'on pourrait faire également, qui est de dire que notre pays est un petit peu sclérosé par ces alternances politiques systématiques. Tous les 5 ans, la gauche remplaçait la droite remplaçait la gauche, et avec le sentiment que aucune majorité entre guillemets classique, n'était capable de tenir ses promesses ou de remettre la France vraiment sur ses rails. Et donc le pari, ou en tout cas l'ambition qu'avait formulée Emmanuel Macron, c'est de dire en faisant sauter ces clivages artificiels, à ses yeux en tout cas, on va montrer que l'on est capable de faire bouger un peu les choses. 5 ans après, la réalité, c'est que, bien sûr, il a fait des choses. Son bilan, on peut en discuter, en bien, en mal. Voilà, chacun peut avoir son point de vue. Mais je dirais qu'il n'a quand même pas radicalement transformé la manière de fonctionner du pays. Que, comme ses prédécesseurs, il se heurtait à un certain nombre de pesanteurs, de résistances, de difficultés. Et voilà, même quand on est un président jeune, intelligent, tout ce qu'on veut, il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour changer les choses dans le pays. Et ça, il l'a sans doute découvert au fil de son mandat. Je dirais que la réalité, c'est quand même rappelé à son souvenir. Pour revenir à la conquête du pouvoir, est-ce qu'on peut dire que Macron a senti le dégagisme ambiant et l'a transformé en quelque chose d'équilibré ? Parce que généralement, le dégagisme pourrait amener aux extrêmes, c'est ce qui pourrait nous arriver dans 40 jours. Mais est-ce que là, pour le coup, il a senti ce vent de dégagisme et il l'a transformé ? Clairement, on a souvent parlé de dégagisme light ou de dégagisme soft. C'est vrai qu'on est dans le contexte de 2017, il faut quand même se rappeler, on est au bout d'un quinquennat de François Hollande, voilà, ne confondons pas les présidents, au bout du quinquennat de François Hollande, quand même difficile, à tout le moins. La meilleure preuve, c'est s'il n'a pas pu se représenter, c'est que ce quinquennat était à bout de souffle. Donc il y avait vraiment une volonté de tourner la page. Une fois encore, pas uniquement sur le terrain politique. C'est pas uniquement la droite qui disait Hollande a échoué, passons à autre chose. Il y avait vraiment je pense une lassitude de l'ensemble du pays, l'ensemble de l'opinion qui aspirait à quelque chose de neuf. Et c'est vrai, vous l'avez dit, on a eu quand même dans cette campagne 2 candidats, Marine Le Pen d'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre, qui par leur radicalité, le ton qu'ils employaient, la rupture qu'ils prétendaient apporter, pouvaient être un peu l'incarnation de ce dégagisme. Et
ou l'intuition ou la chance d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir à ce dégagisme de protestation substitué un dégagisme qui reposait sur la tentative de quelque chose de neuf. Voilà, c'est aussi de dire, voilà, on fait table rase du passé, mais on essaye quelque chose de nouveau, de plus jeune, de plus frais. Justement, vous parlez d'une révolution inachevée, mais quand on vous lit, on a plutôt l'impression que c'est une révolution loupée, finalement. Écoutez, ça dépend, je pense, des domaines. Incontestablement, Emmanuel Macron a quand même mené un certain nombre de réformes, et notamment des réformes que la droite avait longtemps prônées sans jamais les faire. Que ce soit, on cite souvent l'exemple de l'ISF, qu'il a à moitié supprimé, enfin pour la partie capitale, pas pour la partie immobilière, que ce soit sur le code du travail. Longtemps, la droite a estimé que le code du travail était trop lourd, trop rigide, et que c'est à cause de ça que le chômage restait fort. Bon, mais sans jamais aller au bout de cette réforme-là. Là, Macron a pris les fameuses ordonnances Pénicaud. Bon, donc il y a quand même une réalité d'une transformation qui a été entamée. Mais après, il y a bien des domaines où il prétendait apporter une révolution. Je pense par exemple à l'école. Avec le choix de nommer Jean-Michel Blanquer dans ce ministère, il y a vraiment l'idée de dire, pour reprendre la vieille expression de Claude Allègre, voilà, l'éducation nationale c'est un mammouth, et il faut changer un peu radicalement la manière de fonctionner de l'éducation nationale, pas uniquement les programmes, mais même le fonctionnement de l'administration de l'éducation nationale. Bon. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été faites, le fameux dédoublement dans les zones sensibles pour les petites classes, qu'aujourd'hui personne ne remet en cause, qui est, je pense, un des succès du quinquennat. Mais on voit bien, et la manière aussi dont Jean-Michel Blanquer s'est un petit peu usé dans ce ministère le montre, radicalement, le mammouth reste le mammouth. Les pesanteurs de l'école restent les pesanteurs de l'école, les retards en termes de formation restent aussi importants. Et la meilleure preuve, c'est que on va voir quel mot il emploie pour entrer en campagne là, dans les heures ou dans les jours qui viennent, mais on sent et on sait déjà que la réforme de l'école sera à nouveau une des priorités que Emmanuel Macron mettra dans son programme, ce qui sonne aussi un peu comme l'aveu qu'il n'a pas réussi à le mettre en œuvre sur la première partie du quinquennat. Pour pas être trop long, mais pour prendre juste un autre domaine, par exemple dans le domaine politique et institutionnel. Emmanuel Macron avait aussi dit, voilà, on va supprimer le cumul dans la durée, on va introduire un peu de proportionnel, on va diminuer le nombre de parlementaires pour avoir une démocratie peut-être plus légère, plus réactive. Et dans tous ces chantiers-là, c'est le point mort. Alors il peut dire que c'est à cause du Sénat, mais l'équilibre politique du Sénat, il le connaissait avant d'être élu. Donc ça n'est qu'un alibi. Il n'a pas su, ou pas voulu en tout cas, faire cette révolution politique qu'il avait annoncée. Alors vous racontez en mai 2017 qu'Emmanuel Macron a accueilli Vladimir Poutine à Versailles, une manière de reprendre finalement le dialogue avec la Russie. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'était une bonne chose de reprendre ces échanges ? Écoutez, c'est vrai que c'était une image forte. On se souvient de l'accueil de Vladimir Poutine. Et par rapport à ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui n'avaient quasiment pas reçu Poutine. Oui, dans le cas notamment de Nicolas Sarkozy, ça avait été variable. Il y avait eu aussi au début la recherche d'une bonne entente, et puis ensuite qui s'était heurté à la réalité, à la rigidité, si on peut dire, de Vladimir Poutine. Bon. Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il a fait avec Vladimir Poutine en l'accueillant au château de Versailles, donc le faste du château de Versailles, il l'a fait aussi avec Donald Trump en lui faisant les honneurs du 14 juillet, de son premier 14 juillet. Et les délires, c'était voilà, on a quand même deux présidents qui, l'un comme l'autre, et pour des raisons différentes, ne correspondent pas à notre modèle à nous, à notre vision des choses, même à notre vision de la démocratie. Mais soit on les tient en lisière, on ne leur parle pas, soit au contraire, on fait le pari qu'en leur parlant, mais en leur parlant avec un peu d'assurance, on va arriver à les faire bouger. C'était le grand espoir d'Emmanuel Macron. Alors, face à Vladimir Poutine, c'est sûr que 5 ans après, on peut dire que... Et face à Donald Trump aussi, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de belles images de tapes amicales sur le dos, et puis Donald Trump n'est pas revenu dans les accords de Paris. Bien sûr. Et Vladimir Poutine, évidemment, l'actualité nous montre aussi qu'il a fait son chemin. Finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron, sur la politique extérieure, n'a pas échoué sur son quinquennat ? En tout cas, oui, il a cru à la force de l'image. Oui. Il a cru que se montrer, mettre en scène même sa relation avec eux, faite à la fois de cordialité mais de fermeté,
aller faire bouger les choses. C'est sûr que le résultat aujourd'hui voit que tout ça. Est-ce qu'on peut dire que ça n'a servi à rien ? Je ne suis pas sûr. Bon, pour être dans la phase très récente, ça n'est pas parce que avoir été à Moscou discuter 5 heures avec Vladimir Poutine n'a pas empêché la guerre. Mais ne pas le faire aurait été une erreur voilà. aussi. Bon, donc, après tout, vous savez, en diplomatie, on tente des choses. Bon, ça marche pas. Si ça avait marché, ça aurait été un grand succès, ça aurait pu faire bouger les choses. Mais si ça ne marche pas, on ne peut pas lui reprocher que ça n'ait pas abouti. Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par les gilets jaunes, la crise de Covid-19, l'assassinat de Samuel Paty, maintenant la guerre en Ukraine. Si ces événements n'avaient pas eu lieu, est-ce qu'il aurait révolutionné le monde politique ? Est-ce qu'il aurait réussi ? Écoutez, j'en suis pas persuadé parce que bien sûr... Ça change rien finalement. C'est une évidence quand même que tous ces événements que vous citez, ça commence très tôt. La crise des Gilets jaunes, on est en 2018. Fin 2018, en décembre 2018, puis tout de suite il y a après la crise du Covid qui enchaîne. On peut dire, bien sûr, ça l'a empêché d'aller au bout de ce qu'il voulait faire. Bon, mais pas uniquement. D'abord, la crise des Gilets jaunes, autant le Covid, il n'y est pour rien, ça c'est pas lui qui a voulu qu'il y ait ce virus, autant la crise des Gilets jaunes, on peut dire qu'elle est aussi le résultat d'une incapacité à comprendre la société, à comprendre les craintes existentielles en termes de pouvoir d'achat, de bien-être. Et, bon, donc voilà, ce sont deux crises imprévues dans leur déroulement, et face à laquelle il a géré dans un cas avec habileté, en mettant en place ce fameux grand débat national pour se sortir de cette mauvaise passe des Gilets jaunes, et la crise sanitaire qu'il a gérée aussi, on va peut-être y revenir, mais bon, avec là aussi une forme de c'est surtout de la communication quand même, le grand débat national. Oui, vous le notez dans votre livre. Oui, on peut presque dire que c'est un tour de passe-passe, parce que son équipe parlait surtout du président, mais finalement pas de ce qu'il disait. Tout le monde disait il est super, il est génial, mais... c'est vrai qu'on a été... Il faut reconnaître nous-mêmes, observateurs, assez bluffés par ces premiers débats qu'il a fait, où il était capable de parler pendant des heures entières, en montrant qu'il connaissait sur le bout des doigts tous les sujets. Mais ce qui est drôle, c'est que ce qu'on a appelé un grand débat national a été avant tout un grand monologue national. C'est Macron qui a parlé. Mais là où je parle d'habileté, c'est qu'il a réussi quand même à apaiser une colère sociale avec un grand processus dont, in fine, il n'est rien sorti. Savez-vous, partout dans le pays, il y a eu des réunions dans les mairies, ça. Bon, il y a eu ce qu'on appelait des cahiers de doléances qui avaient été rédigés. Les cahiers de doléances, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Ils sont dans un tiroir bien caché et sans doute aujourd'hui bien recouvert de pouvoir. Son exercice du pouvoir a changé à partir de ce moment-là, c'est-à-dire les Gilets jaunes, puis le grand débat. Est-ce que de cette stature jupitérienne qu'il recherchait, il est allé finalement un peu plus au contact et il a changé sa communication ? Fondamentalement, non. Bien sûr, dans le discours, Emmanuel Macron, après la crise des Gilets jaunes, a dit qu'il fallait être davantage à l'écoute, davantage associer les uns les autres, les maires, les corps intermédiaires, etc. Dans les faits, Emmanuel Macron a une conception très personnelle de l'exercice du pouvoir. Il assume jusqu'à son point maximal la logique de la Ve République. La Ve République, c'est le président élu au suffrage universel, donc celui dont l'opinion attend tout et à qui il demande des comptes. Voilà. Et, aux yeux des Français, il y a un responsable de tout, c'est le président et personne d'autre. Bon. Mais cette logique institutionnelle, je pense qu'elle correspond assez bien au tempérament personnel d'Emmanuel Macron, qui a une conception, une fois encore, très, très personnelle des choses. Il est très content d'exercer la totalité du pouvoir, jusque dans ses moindres détails. Souvenez-vous quand même, pendant toute la crise sanitaire, où c'était lui qui faisait des annonces sur les jauges, sur les... tout ça, voilà. Et hors du Conseil des ministres, d'ailleurs. Et hors du Conseil des ministres, avec ce fameux conseil sanitaire. Voilà. Bon, il assume cette logique d'exercice personnel du pouvoir. Dans certains cas, ça peut être un danger. Dans d'autres cas, il faut reconnaître qu'il se soit fié à son intuition et à elle seule, plutôt qu'au conseil des médecins, de ses ministres ou autres, a parfois été salutaire, quand même dans la crise sanitaire. Plusieurs reprises, je pense par exemple, on l'évoquait tout à l'heure en antenne, les périodes de confinement. Lorsqu'il a annoncé le déconfinement, pour le 11 mai, si ma mémoire est bonne,
tout le monde, y compris son ministre de la Santé, son propre Premier ministre, les savants, le conseil scientifique, enfin c'est de la folie, c'est de l'inconscience, etc. Il a tenu bon, et il a eu raison de tenir bon. De même, lorsqu'il a dit on ouvre les écoles, parce qu'on ne peut pas priver les enfants, hein, il l'a fait contre les avis quasi unanimes des sachants, tout ça. Une fois encore, il a eu raison. Donc vous voyez, quelque part, parfois se fier à son intuition personnelle, ça peut être aussi bénéfique. Dans votre livre, vous comparez Emmanuel Macron à plusieurs anciens présidents, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Pompidou. À qui ressemble-t-il le plus, selon vous ? Écoutez, je dirais que, les deux dont je trouve qu'il est le plus proche, c'est Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy. Valéry Giscard d'Estaing pour cette forme d'intelligence assez analytique et cette vision... alors, Emmanuel Macron aime à se définir comme un progressiste. Valéry Giscard d'Estaing parlait de société libérale avancée. Voilà, je dirais cette forme de libéralisme. Je crois qu'il n'aime pas trop se faire comparer à Valéry Giscard d'Estaing. Non, mais d'abord, est-ce qu'il aime être comparé à, à ses prédécesseurs ? Je n'en suis pas certain. En même temps, il lui avait rendu un bel hommage au moment de la mort, au moment de la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Bon. Mais voilà, ce côté... oui, ce libéralisme dans tous les domaines, économique, sociétal, politique, je trouve que c'est assez un trait commun entre les deux hommes. Et Nicolas Sarkozy pour le volontarisme. Bon, d'abord, pour encore cette dimension très, très personnelle, cet engagement presque physique. Je veux dire que Nicolas Sarkozy, comme Emmanuel Macron, sont des gens qui aiment bien aller au contact. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, hein, ça donne casse-toi pauvre con, ça donne il suffit de traverser la rue. Voilà, bon. Mais voilà, ils aiment faire preuve presque en tout cas, mettre en scène une forme de courage physique pour dire, voyez, moi j'ai pas peur, j'y vais, je vais au contact. Et puis, c'est pareil de dire, si je le veux, si je le décide, les choses vont bouger. Avec, là encore, dans les deux cas, pour Sarkozy comme pour Macron, bien une réalité qui va peut-être moins vite que ce qu'ils aimeraient. On sait qu'Emmanuel Macron a des relations assez compliquées au début avec la presse pendant les 2 premières années de mandat. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai senti que dans votre livre, vous étiez plutôt d'accord avec cette distance. Oui, alors notamment lors des premiers vœux à la presse. Vous savez, chaque année, dans le cadre des cérémonies de vœux, il y a les vœux au corps constitué, aux assemblées, ça. Bon, il y a toujours la cérémonie des vœux à la presse. Bon, et en général, c'est un peu un exercice de congratulation mutuelle où le président dit aux journalistes, oui, j'ai besoin de vous, travaillons ensemble, etc. Et là, donc pour les vœux 2018, les premières fois, Emmanuel Macron a au contraire théorisé de manière assez brute une forme de distance entre lui et la presse. On se souvient de l'épisode initial où il avait voulu même que la salle de presse de l'Élysée soit fermée, soit délocalisée. Même retirée. Ouais, parce qu'actuellement, elle est dans une petite aile qui donne sur la cour de l'Élysée, ce qui permet de voir les entrées. Et Macron voulait un peu l'en sortir. Il a finalement renoncé à ce projet face à la levée de bouclier. Mais en tout cas, il disait, voilà, notre rôle n'est pas d'être dans cette connivence, que d'ailleurs l'opinion reproche souvent entre les politiques et les journalistes, mais d'être dans la distance et vous n'êtes pas des acteurs, vous êtes des observateurs, des commentateurs, chacun son rôle. Bon. Alors c'était d'une manière un peu brutale. Ça correspondait aussi à ses débuts de présidence qu'il a voulu jupitérienne, vous rappeliez vous-même l'expression, et vous parliez aussi de l'accueil de Poutine, c'est toujours cette idée, voilà, je restaure une certaine majesté de la fonction. Malgré ses 39 ans à l'époque. Malgré ses 39 ans, où précisément pour compenser cette jeunesse, mettre en scène cette solennité de la fonction, qui était aussi un peu une manière de corriger l'exercice hollandais du pouvoir, qui pour le coup a peut-être un peu manqué de solennité, de majesté, même de mystère. Et avec une grande proximité avec la presse également. Oui, Emmanuel Macron a été traumatisé par le bouquin sur François Hollande. C'est clair que dans ce domaine-là, mais comme dans tous les domaines, Emmanuel Macron a voulu prendre le contre-pied de François Hollande. C'est un peu classique. On prend toujours le contre-pied de son prédécesseur. Souvenez-vous, Chirac succédant à Sarkozy. Sarkozy succédant à Chirac. Voilà, c'est plus dans cet ordre-là. Ça, il en a un peu de même. Bon. Mais là encore, Emmanuel Macron a été rattrapé par la réalité. Et on a vu comment au fil de son quinquennat, il a quand même restauré des relations plus fréquentes avec la presse. C'est-à-dire que, voilà, notamment à partir de la crise des Gilets jaunes et avec la crise du Covid, il y a, vous savez, ce qu'on appelle des off, c'est-à-dire que c'est ces rendez-vous qui ne sont pas destinés à donner des déclarations publiques, mais où on fait de la discussion et de l'analyse avec lui.
il s'est rodé à son tour à cet exercice et revenant là encore à une pratique plus traditionnelle de la relation entre la présidence de la République et la presse. Pendant la campagne présidentielle, est-ce qu'Emmanuel Macron va incarner le nouveau monde ou l'ancien monde ? Paradoxalement, ou logiquement, Emmanuel Macron a été élu en rupture, donc le nouveau monde, je suis la nouveauté. Bon. Et là maintenant, il n'est plus la nouveauté, il n'est plus le nouveau monde, il est le monde en place. Bon. Et on voit bien, alors c'est encore plus souligné avec la crise internationale, mais indépendamment même de cette crise, on voit bien comment sa carte aujourd'hui, c'est au contraire de jouer l'expérience, la solidité, la compétence, et dire voilà, moi je sais ce que c'est qu'être président, les autres ne savent pas. Bon, c'est un peu toujours pareil, un président qui se représente, en général il se fait élire sur le thème de la rupture, c'était même le slogan de Sarkozy en 2007, et il se fait réélire sur le thème de l'expérience et de la continuité. Alors Emmanuel Macron est un Européen convaincu. Cette crise ukrainienne doublée avec la présidence de l'Union européenne, est-ce que cela lui donne finalement une stature différente ? Est-ce que là on le voit à la manœuvre, il a quasiment oublié la campagne présidentielle, il est totalement président français mais aussi européen. Est-ce que cela va lui donner un élan pour sa campagne ? Est-ce que ça change quelque part sa stature ? En tout cas, ça met en adéquation son discours avec la réalité. C'est sûr qu'Emmanuel Macron, depuis le début d'ailleurs, le fameux discours de la Sorbonne où il avait un peu théorisé sa vision de l'Europe, a souvent parlé de la construction d'une Europe puissance. C'est-à-dire que, par exemple, il ne croit pas à une armée européenne, mais il croit à une défense commune européenne. De même sur le plan budgétaire, il voulait qu'on aille plus loin dans une forme d'intégration de l'action économique de l'Europe. Mais ça s'est fait avec le prêt commun européen, c'est aussi une grande première. Oui, mais précisément à la faveur d'une crise. C'est-à-dire que ces discours-là, c'était un peu resté lettre morte. Il a fallu la crise du Covid pour que, face à l'urgence et face à un événement tout à fait hors norme, l'ensemble des pays de l'Union décident de cet emprunt commun de 750 milliards d'euros. Donc ça correspondait à ce qu'il voulait, mais c'est la crise qui l'a permis, c'est pas son action. Là, pareil, face à cette crise internationale, on a vu comment pour la première fois même l'Europe a décidé de livraison d'armes à l'Ukraine, de sanctions communes à l'égard de la Russie. Ça correspond bien à cette idée d'une Europe puissance que voulait Emmanuel Macron. Mais ça n'est pas parce qu'il l'a voulu que ça s'est fait, c'est parce qu'il y a une crise venue de l'extérieur qui a imposé ou qui a permis, en tout cas, que l'Europe agisse dans ce sens-là. Dans les derniers sondages, Emmanuel Macron a gagné 2-3 points depuis le début de la guerre en Ukraine. Il est à 28% environ, je crois, par rapport... il a 10 points d'écart avec Marine Le Pen. À 54 jours du second tour, est-ce que pour vous, le match est plié pour la présidentielle ? Écoutez, on ne peut jamais dire ça. La meilleure preuve, c'est que là, on vit une crise qui se profilait, mais dont personne n'avait imaginé qu'elle se déclenche de cette manière-là et qu'elle avec cette brutalité. Bon. Et la grande leçon, c'est qu'en politique, tout va très vite. Bon, et qu'un événement qui assèche toute forme de débat. C'est-à-dire que les jours où nous sommes, on ne peut discuter de rien d'autre que de cette citation internationale. Mais les choses peuvent se retourner aussi très, 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 très vite. Bon, et voilà, le problème d'une campagne, c'est que après, il y a des événements extérieurs, il y a des déclarations qui, à un moment donné, peuvent déraper ou changer la donne. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, Emmanuel Macron est entré dans cette campagne en position de favori. Ça, c'est une réalité. Ne serait-ce qu'en raison un peu de l'éclatement ou de l'évitement de ses oppositions. Bon, le fait que, même avec la candidature d'Éric Zemmour, fait que même Marine Le Pen, elle n'est plus au niveau où elle était il y a encore un an, même si elle a repris un peu quelques points dans les sondages. Bon, donc il est de toute façon entré en position de favori. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le déroulement de la pré-campagne, si on considère que jusqu'à présent on était en pré-campagne, a plutôt conforté cela. Bon, le fait que la gauche n'ait pas réussi à se mettre d'accord sur une candidature unique, le fait que la candidature de Valérie Pécresse n'est pas prise après il y a eu un petit effet, une petite dynamique quand même après post-primaire, bon, mais qui est assez vite retombé, et puis le fait que sa campagne ressemble plutôt à un chemin de croix qu'à un parcours gagnant pour l'instant. La division aussi de l'électorat nationaliste entre Marine Le Pen et Éric Zemmour fait que voilà, ce statut de favori était renforcé.
évidemment, avec cette guerre en Ukraine, ce statut est encore plus renforcé. Donc, oui, ce statut de favori, il est évident pour Emmanuel Macron. Bon, mais statut de favori ne veut pas dire à 100% que le match est plié. Il faut toujours rester humble en la matière. Réponse dans 54 jours. Donc, en attendant, vous pouvez lire Macron, la révolution inachevée, jour après jour, épisode après épisode, pour revivre tout un quinquennat. Voilà, c'est signé Guillaume Tabar, c'est chez Robert Laffont. Merci infiniment. Merci à vous d'être venu. Merci à vous, Églantine Delalleux.